venez de Moscou. Vous avez passé une dizaine de jours en avril. Alors, dites-moi tout. L'impression comme ça, à écouter d'ailleurs, pas seulement évidemment Bruno Le Maire, mais Jean-Noël Barrot et beaucoup d'autres. La 17e vague, sinon la 38e vague de sanctions est arrivée. Est-ce que Moscou est en ruine? Est-ce que vous avez vu des fils de moscovites en train de faire la queue comme au beau temps de l'Union soviétique ou pas? Certainement pas. Le seul héritage de l'Union soviétique aujourd'hui à Moscou, c'est que 92% des moscovites sont propriétaires de leur logement. Voilà. 92%. 92% sont propriétaires. Ils avaient récupéré donc des appartements à l'époque et ils sont restés propriétaires. Et puis il y en a d'autres qui accèdent à la propriété aujourd'hui. Non, Moscou, André, c'est une ville qui est profondément fascinante. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est une ville qui réunit l'identité très forte, le libéralisme aujourd'hui. C'est un pays qui a 30 ans, la Russie. C'est un pays qui est très libéral. Plus libéral que l'Europe d'aujourd'hui et aussi libéral que les États-Unis. Faites des rendez-vous avec des businessmen dans les lobbies des hôtels qui se serrent la main, comme on disait dans les années 80. Qui s'échangent leurs cartes de visite. Qui s'échangent les cartes. Et puis vous avez un entrepreneur qui a une voiture un peu plus belle que l'autre, une autre voiture avec chauffeur. C'est des success stories à l'américaine, j'en vois aujourd'hui au Moyen-Orient, j'en vois à Moscou, j'en vois plus en Europe. Et c'est pas l'image qu'on nous décrit. Et c'est pour cette raison-là, entre autres, que j'ai décidé, en étant totalement libre, de produire le reportage dont vous avez dû voir, certainement, pour montrer ce qu'était réellement l'économie russe, c'est-à-dire une économie à multiples facettes, industrie, 4e exportateur de métal au monde, d'acier, gros exportateur de palladium également, gros producteur de gaz, tout le monde le sait, qui ne subit pas des sanctions, parce que la vérité c'est qu'on se joue de nous, pour tout vous dire. Les sanctions... Les sanctions ne font rien quand même, parce qu'il y a des sanctions... Bien sûr qu'elles font, bien sûr qu'elles ont un impact, évidemment, mais les Russes ne les voient pas comme des sanctions qui pourront être levées, c'est ce qu'il faut quand même rappeler, parce que les Russes ne feront plus confiance aux Européens politiques. Ils font confiance aux entrepreneurs européens, et je peux vous dire que quand on est accueilli en Russie, à Moscou aujourd'hui, j'avais une forme d'appréhension aujourd'hui pour ce séjour en étant français, on est très bien accueillis. Il n'y a aucune rancœur. Pourquoi ? Parce que le russe fait la distinction entre le politique, qui a pris de mauvaises décisions et qui ne représente pas l'italien. Il y a une relation passionnelle entre les moscovites et les italiens. Ils sont romantiques tous les deux d'ailleurs, il y a un peu la même mentalité. Et entre les Français et les Allemands également, il y a eu des relations de business depuis longtemps. On est toujours très bien accueillis là-bas. Et les Russes savent par ailleurs que les sanctions qui ont été mises en place, ces sanctions, en tout cas ces contraintes, ne pourront pas être levées. Parce que si elle devait l'être, elle pourrait être, sur un coup de tête, comme cela ressemble à l'Union européenne et à ceux qui la dirigent aujourd'hui, réinstaurée. Donc ils n'ont plus confiance politiquement dans les Européens. Absolument, ils n'ont plus confiance. Mais ce qu'il faut préciser par contre, c'est que c'est l'Union européenne qui est obligée aujourd'hui de se coucher littéralement, parce que lorsqu'elle a besoin de gaz, et au-delà du fait qu'elle en importe en passant par l'Inde, par des biais détournés, on importe encore énormément de GNL, de gaz naturel liquéfié, depuis la Russie. Et à ce moment-là... Toujours en ce moment même. Et pour le payer, comment est-ce qu'il faut faire, André ? Il faut faire des dérogations. Il faut signer des papiers. C'est la commission de Bruxelles directement, après avoir paradé sur les plateaux de télévision. Il faut quand même que les gens s'en aperçoivent. Et en mettant notre économie à genoux, notre industrie à genoux, qui signe des dérogations pour que Gazprombank puisse avoir accès à SWIFT. Ça veut dire qu'il y a des banques russes aujourd'hui, c'était Sberbank jusqu'à présent encore, maintenant Gazprombank qui bénéficie de ce privilège, qui est la grosse banque russe évidemment, bien sûr. Et qui a accès à SWIFT, parce qu'il faut bien que nous importions du gaz naturel liquéfié en provenance de Russie. Donc, alors, d'un côté on dit embargo, et puis les Russes sont l'ennemi, il ne faut pas pactiser avec le diable, mais parce qu'on en a besoin malgré tout, on sait qu'on est obligé de collaborer avec la Russie. De l'autre côté, il faut rappeler quand même, et je le dis très clairement dans le reportage, vous prenez le marché de l'automobile par exemple. Pourquoi je parle de l'automobile ? Parce que les Russes aiment passionnément la voiture. Il y a le côté aussi dans la société patriarcale à la russe, mais dans le sens favorable du terme, pas anti-féministe, parce que les femmes sont libres en Russie et elles ont le gros avantage d'être belles également, si je puis dire, et soignées. Ce qui n'est pas négligeable. Ce qui n'est pas négligeable, mais ça c'est une digression. Mais donc sur cette idée sur la voiture qui est quand même très importante dans une société comme la société russe, le marché de l'automobile chinois représentait 11% des véhicules vendus en Russie en 2021. Il représente 63% aujourd'hui. Automobile made in China. Made in China, Chery, Zeekr, BYD. Et ça veut dire que toutes les parts de marché
que nous avons perdu. Le drame, le corollaire, ça n'est pas un drame pour les Russes, c'est un drame pour l'Union européenne, pour Renault qui a perdu des milliards. Mais les Russes importent aujourd'hui des véhicules chinois. Et s'ils veulent des véhicules européens, ils aimaient bien les BMW, ils continuent à les importer par Dubaï, par exemple, quand c'est de très, très gros véhicules, un G63, ça arrive par avion depuis Dubaï. Voilà, donc je veux dire, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Donc vous voulez dire que les sanctions, c'est un peu des lignes Maginot, quoi. Ils les contournent. Évidemment. Alors après, évidemment qu'ils sont ennuyés par ailleurs. Il y a des choses comme par exemple sur le paiement, hein, c'est ce qui a posé le plus de problèmes. Oui. Par exemple, la carte. Il y avait Visa et Mastercard qui étaient présents en Russie comme partout. Bien sûr. Ils ont mis en place leur système qui s'appelle MIR, donc qui est le même système et qui c'est comme Visa. Enfin, comme Visa. Ouais, tous les Russes ont une carte MIR. Je crois qu'il y a 300 millions d'utilisateurs aujourd'hui dans le monde qui ont une carte MIR. Il y en a un peu en Chine, il y en a un peu en Turquie aussi, et tout le monde en Russie paye avec une carte MIR. Mais ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que ces sanctions, si vous voulez, André, ont d'une certaine façon renforcé l'identité des Russes. Ça veut dire que vous n'avez plus d'Amazon en Russie. Vous avez Ozon, par exemple, qui est une société russe. Et vous avez vous avez Yandex, qui est le géant russe, qui est le Google russe, entre guillemets. Ouais. Alors, il y a un segment qui s'appelle Yandex Go, qui s'utilise comme Uber, hein, qui est l'application. Et tout ceci est russe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez d'un côté les Américains, parce que la réalité, la fin de l'histoire, c'était le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, les États-Unis. À l'époque, oui. Vous avez des pays très nationalistes qui ont compris qu'il fallait quand même être un peu viril politiquement. Voilà, fabriquons chez nous, produisons chez nous, etc. Et assumons d'exister, d'essayer d'avoir une forme d'hégémonie, ça c'est les États-Unis. Et de l'autre côté, vous avez le même état d'esprit en Russie, en Chine, et qui se retrouve dans une forme de moyenne assez mortifère, c'est l'Union européenne aujourd'hui. Mais le trou noir, certes. Je veux dire, là où j'ai voulu montrer cette réalité de la Russie, c'est parce que moi, je suis profondément souverainiste et nationaliste, et j'ai pas peur de le dire, j'aime mon pays, j'aime la France, et je ne veux pas que les Français se fassent de fausses idées sur des gens qui ne représentent absolument pas le diable et qui ont une économie qui n'est pas du tout 3 pieds sous terre. Alors justement, je voulais demander, Tom Benoît, la vie quotidienne, comment c'est à Moscou? Qu'est-ce que vous avez eu? Les magasins, les rues, tout ça? Alors écoutez, pour vous dire très clairement, la vie quotidienne à Moscou, elle est très fastueuse, pour être très sincère, hein, sans faire la marieuse plus belle qu'elle ne l'est. De la pauvreté, par ailleurs, il y en a de partout. Il y en a dans tous les pays. Chaque fois que je parle, il y a des SDF, il y a beaucoup de SDF, etc. Pas beaucoup, parce que, comme je le disais, vous avez beaucoup de propriétaires. La plupart des gens sont logés. Vous ne voyez pas de SDF dans les rues. Vous ne voyez pas de délinquance, en tout cas. Pas de délinquance. Pas du tout. Personne ne boit au volant, par exemple. Il n'y a plus d'alcool au volant. La consommation, la tolérance est à 0 sur l'alcool au volant à Moscou. Bien, les grands buveurs de vodka. Ils font des déjeuners à la romantique à la Russe. Ils restent 6 heures à table à pleurer, à rire, mais ils cuvent leur vodka avant de prendre. Et les magasins achalandés, franchement. Oui, achalandés. Vous voyez alors ça, c'est très drôle. Au GOUM, par exemple, à côté de la Place Rouge, des boutiques de certaines marques françaises qui sont parties. Il y en a d'autres qui sont restés, des marques italiennes plus d'ailleurs qui sont présentes. Vous voyez des écriteaux avec inscrit à cause de certaines contraintes techniques, nous sommes dans l'obligation de fermer la boutique pendant quelques semaines. Mais ce qui est particulier à ce niveau-là, c'est que finalement, quand on arrive à Moscou, comme moi, avec des euros dans la poche en tant que Français, on se dit qu'on va avoir un pouvoir d'achat plus fort. Et en réalité, c'est pas le cas. Enfin, c'est le cas sur certains produits. Les taxis ne coûtent rien, par exemple. Mais si vous voulez du luxe, vous allez le payer beaucoup plus cher qu'en France. Ah, d'accord. Voilà. Si vous avez des euros, ça va vous coûter beaucoup plus cher que si vous les achetez à Paris. Parce que ce que les gens ne comprennent pas vraiment aujourd'hui au premier abord, c'est que, quand je dis les gens, je jette la pierre à personne, je veux dire, mais c'est aussi une erreur médiatique de ne pas faire d'éducation là-dessus, c'est que la parité de pouvoir d'achat aujourd'hui fait que les économies sont très mondialisées et les prix s'alignent partout dans le monde entre pays développés, sous-développés, parce qu'il y a Internet, il y a des grands groupes. Mais entre le rouble, par exemple, aujourd'hui, et l'euro, vous avez 0,87 de différence à peu près, donc le rouble vaut 87 fois moins, mais au final, vous vous retrouvez avec des liasses de billets, mais vous allez payer le même prix. Voilà. Vous ne gagnez pas. Il y a beaucoup de cash encore, ou ils sont uniquement numériques maintenant aujourd'hui, les Russes? Il y a du cash, mais c'est pas plus qu'ailleurs, sincèrement. Il y a du cash, mais ça paye par carte MIR dans les restaurants ou dans les hôtels. D'accord. Oui, et le MIR est partout, quoi. C'est la carte bleue qui est devenue la carte de référence, Et pour ce que vous avez pu en juger,
le moral est plutôt bon, et plutôt, sans faire généralisation, c'est pas... On pense pas à la guerre à Moscou. On pense pas à la guerre, et ce qui est très particulier, c'est que j'ai parlé je pense à un restaurateur français d'ailleurs, qui tient un restaurant formidable qui s'appelle Grand Cru à Moscou, David Eberlé, qui a perdu son beau-frère, je crois, le mari de sa femme, donc au front, en Ukraine. Et donc nous déjeunions lorsqu'il me narrait cette histoire dramatique. Et ce qui est tout à fait singulier, c'est qu'il me dit c'est son choix, c'était son choix. Il est parti de lui-même, il n'a pas été appelé. Il est allé volontaire pour aller se battre. Il était volontaire, il est allé se battre, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment concevoir dans notre état d'esprit. Je dis bien actuel de Français, je pense pas qu'il y aurait beaucoup de Français de la France d'Emmanuel Macron qui iraient se battre volontairement. Les sondages ne montrent pas cette tendance, c'est le moins que l'on puisse dire. Je lis pas les sondages. De temps en temps, il faut voir, c'est toujours intéressant. Zoologiquement, non, je suis méchant. Mais Tom Benoît, vous revenez de là en disant, en fait, parce que vous étiez aussi à Dubaï, vous m'avez dit hors antenne. Je suis arrivé ce matin à 6h. Ah, voici. Ah ben voilà, bravo. Mais Dubaï, je ne dirais pas ça, mais quelque part, Dubaï-Moscou, même combat? Ouais, mais vous voyez énormément de Russes à Dubaï d'ailleurs. J'étais avec des Russes d'ailleurs hier soir à Dubaï encore. Et il y a un axe aujourd'hui entre ce Moyen-Orient business en quelque sorte. Alors, je l'explique d'ailleurs dans le reportage, vous avez une forme de plaque tournante aujourd'hui pour justement les sociétés qui travaillent dans les matières premières, par exemple, pour les importations, les exportations, avec tous les pays voisins, premièrement, Ouzbékistan, Kazakhstan, Turkménistan. Et puis pour le business, un peu plus que pour ce qui est purement matériel, on va dire. Après, vous avez Dubaï, vous avez ce Moyen-Orient. Et pour les gros paiements, vous avez Oman aussi, qui contribue beaucoup. C'est le Singapour du Moyen-Orient, enfin, c'est un peu ça. C'est le Singapour du Moyen-Orient, c'est assez exact. Oman, c'est un petit peu le Singapour du Moyen-Orient. Alors, Singapour, c'est encore différent parce qu'ils ont une grosse économie très solide aussi sur l'électronique. Oman, c'est vraiment sur la finance, et le gros privilège d'Oman, si je puis dire, c'est qu'ils n'ont pas peur des États-Unis. Ils sont en dehors du système, ils sont in et out. Et Oman est très différent. Juste un mot, une dernière question, mais on va en reparler avec vous, Tom Benoît. C'est toujours intéressant de faire un peu la part des choses. Qu'est-ce qu'ils pensent ils se sentent appelés à des lendemains, je dirais, qui chantent, ou en tout cas qui sourient, avec l'Amérique de Trump, avec l'Amérique trumpiste? Oui, beaucoup, tout le monde en Russie a les yeux rivés sur les États-Unis aujourd'hui, mais... C'est je crois que c'était Churchill qui parlait du mystère de l'économie russe, c'est que quand on arrive à Moscou, réellement, on pense qu'on va comprendre, et puis quand on quitte Moscou, on se rend compte qu'on ne pourra jamais comprendre, parce qu'en réalité, c'est une histoire interminable. Moscou, c'est un circuit fermé, si vous voulez, qui est parfois exploité par les autres parce qu'on va y intégrer une vanne, un gazoduc, ou parce qu'on va ouvrir une vanne, notre gazoduc, mais ils n'ont besoin de personne, c'est la vérité. C'est la grande particularité de Moscou, c'est que il y a l'identité quand même très nationaliste. C'est vraiment ça. On résiste à tout et on tient à tout. Mais c'est un petit peu comme si vous étiez châtelain et que vous saviez que vous pouviez rentrer chez vous et que vous alliez être souverain, autonome, par des temps troublés. C'est un pays qui est immense. Autarcie comme une vertu. Absolument. J'ai rencontré un directeur de clinique. Ça c'est intéressant. Par exemple, quand je suis arrivé dans sa clinique à Moscou, clinique très classe d'ailleurs, je lui pose des questions sur l'approvisionnement, sous-entendu, qu'est-ce qui vous manque, et il ne comprenait pas. Il était à deux doigts de me dire, mais pourquoi est-ce que vous me demandez ce qui me manque? Il me manque rien. Il me manque un peu de silicone à la rigueur. Par exemple, il manquait des vaccins pour chats. Ils aiment beaucoup les chats à Moscou, mais c'est lilliputien. Voilà, il n'y a pas de détails. Tout est fabriqué en Russie. Tout c'est un pays Je renvoie. Où est-ce qu'on peut Je renvoie aux éditeurs sur votre plateforme. Il est sur YouTube, absolument. Vous tapez Tom Benoît ou Moscou 2025, la démesure du business, ça s'appelle. On en a 260 000 vues, et donc intégralité gratuite évidemment, en libre accès pour tout le monde. Merci Tom Benoît. Eh bien écoutez, on vous retrouvera bientôt pour parler de Moscou, de Dubaï ou d'ailleurs. Avec plaisir, à très bientôt André.